Il semblerait donc que, grâce à l'utilisation de la réalité augmentée, ils aient découvert l'existence d'énormes structures sous les grandes pyramides. Les relevés radars ont révélé un vide impossible à atteindre dans les profondeurs de Gizeh. Lorsque les archéologues ont finalement commencé à forer, ils l'ont découvert, une immense caverne obscure abritant un lac souterrain. Mais tenez-vous bien, un sarcophage de pierre massif flottait en son centre. L'équipe était terrifiée. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle flottait, mais pourquoi? Les gravures sur le couvercle n'étaient pas égyptiennes. C'étaient des avertissements. Et le léger bourdonnement provenant de l'eau prouvait une chose. Ce qui était emprisonné à l'intérieur était encore parfaitement conscient. Le tombeau sous les tombeaux. Aujourd'hui, l'idée d'une salle des archives sous le Sphinx fascine tout le monde. Les guides locaux ont toujours raconté l'histoire d'un monde souterrain sous Gizeh, un labyrinthe des dieux où les anciens rois auraient conservé leurs plus grands secrets. Pendant des années, les chercheurs ont balayé ces récits d'un revers de main, les considérant comme des mythes. Après tout, les anciens Égyptiens étaient réputés pour leur imagination. Mais lorsque les relevés radars modernes, chiffrés à des milliards de dollars, ont commencé à confirmer l'impossible, même les plus sceptiques ont été intrigués. Cette découverte n'était pas totalement inédite. On sait déjà que Gizeh est comme un gruyère. L'exemple le plus célèbre est le puits d'Osiris. Il s'agit d'un véritable puits à plusieurs niveaux creusé directement dans le socle rocheux du plateau. Il descend à plus de 30 mètres de profondeur. Le niveau le plus bas est une chambre remplie d'eau. Et au milieu de cette eau gît un immense sarcophage submergé. L'idée d'eau souterraine et de cercueils est donc bien réelle. Mais ce nouveau vide était différent. Il était beaucoup plus vaste et semblait isolé. Les fouilles ont commencé sous un permis confidentiel. L'équipe s'attendait à trouver quelques anciens tunnels, peut-être une sépulture oubliée de l'ancien royaume. Au lieu de cela, ils ont découvert un escalier. Il était taillé directement dans la roche, dissimulé sous une partie effondrée d'un tombeau mineur de la famille Masta, resté anonyme. L'escalier était étroit et raide et plongeait dans l'obscurité totale. L'air changea presque instantanément. Plus ils descendaient, plus il devenait froid. Le bruit de leur respiration était assourdissant. Puis ils l'entendirent, un clapotis d'eau résonnant d'un lieu invisible. Il était clair que personne n'avait foulé ce sol depuis des millénaires. L'air était lourd, vicié et exhalait une étrange odeur âcre, comme celle de l'ozone après un orage ou une décharge d'électricité statique. Après des jours passés à déblayer le sable et les débris, ils atteignirent un long couloir de pierre. Les murs étaient lisses, mais pas avec la précision des pyramides. L'endroit semblait plus ancien et était orné de gravures. Mais il ne s'agissait pas des hiéroglyphes auxquels ils étaient habitués. Certains symboles semblaient égyptiens, évoquant des formes prédynastiques de serpents, dieux et de ce qui ressemblait à des vagues ou à de l'eau vive, tandis que d'autres étaient totalement étrangers. La lumière des torches dansait sur les inscriptions, et certains membres de l'équipe ressentirent une étrange sensation de vertige, comme si les symboles eux-mêmes étaient en mouvement. L'un des archéologues a plaisanté nerveusement. C'est peut-être ici que le Nil prend sa source. Mais les rires furent de courte durée. Le couloir les mena à une porte scellée. Il s'agissait d'un unique et massif bloc de granit noir, plus lourd que tout ce qu'ils avaient jamais vu sous terre. Il leur fallut 3 jours de travail minutieux et fastidieux pour percer un petit trou et y glisser une caméra. Lorsque le dernier bloc fut enfin déplacé, un souffle d'air s'échappa. C'était rance, froid et intensément métallique, comme si l'air y était resté figé pour l'éternité. Derrière la porte se trouvait une caverne immense. Elle résonnait et elle ne ressemblait à rien de ce qu'on avait trouvé sous les pyramides jusqu'alors. Le plafond scintillait légèrement, recouvert de cristaux de sel qui reflétaient la lumière de leurs lampes comme une galaxie d'étoiles. Au début, ils crurent que le sol était en obsidienne polie,
Mais quand l'un d'eux laissa tomber un petit outil, il y eut un plouf. Ce n'était pas de la pierre, c'était de l'eau, un lac. Un lac souterrain parfaitement immobile. Pendant 1 minute entière, personne ne parla. Des lacs comme celui-ci n'existaient pas sous Gizeh, pas naturellement. L'eau paraissait incroyablement immobile, noire comme de l'encre, et elle s'étendait dans l'obscurité aussi loin que portaient leurs lampes torches. Mais ce qui attira le plus leur attention, ce n'était pas l'eau elle-même, mais ce qui flottait à sa surface. Là, dérivant silencieusement, se trouvait un sarcophage de pierre, massif, parfaitement rectangulaire, en basalte sombre, qui scintillait sous leurs projecteurs. Il ne reposait sur aucune plateforme, aucun support. Il flottait en parfait équilibre au milieu du lac. L'équipe était stupéfaite. Comment un sarcophage de pierre pesant plusieurs tonnes pouvait-il flotter? Quelque chose le soutenait-il, ou avait-il été construit ainsi pour une raison précise? Un archéologue murmura qu'il ressemblait à un réceptacle pour l'au-delà, destiné à transporter un défunt à travers les eaux de l'éternité. Ils installèrent leur campement au bord du lac, consignant chaque détail. L'air exhalait une légère odeur de minéraux. Mais il y avait autre chose aussi, cette forte odeur métallique comme celle du vieux cuivre. Des instruments ont capté de faibles signaux énergétiques autour du cercueil, presque comme une impulsion magnétique. Certains membres de l'équipe plaisantaient en disant que c'était peut-être simplement leur matériel qui dysfonctionnait à cause de l'humidité ambiante. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Les gravures sur les parois de la caverne semblent raconter une histoire, ou peut-être un avertissement. Elles représentaient des scènes d'hommes portant des torches, marchant vers l'eau, suivies d'images de vagues gigantesques les engloutissant. Des figures de chacals, de serpents et d'étranges créatures ailées gardaient quelque chose au centre. Une inscription, à peine visible près du rivage, se traduisait approximativement par « Celui qui dort sous l'eau ne doit pas être dérangé ». Le chef d'équipe, le docteur. Karim rejeta l'idée d'une malédiction. C'était un homme de science. Pourtant, il admit que la qualité de la construction et les dimensions de la chambre suggéraient bien plus qu'une simple tombe. Plus ils exploraient, plus l'endroit devenait étrange. Ils découvrirent des tunnels s'éloignant du lac, étroits, sinueux et ramifiés comme des veines. Certains s'arrêtaient brusquement dans la pierre, d'autres dans des chambres effondrées remplies de boue et de débris. Le labyrinthe souterrain était bien réel et infiniment plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Alors qu'ils s'apprêtaient à prélever des échantillons d'eau, un des plongeurs signala quelque chose d'inhabituel. La température du lac était anormalement élevée, presque 32 degrés Celsius, comme dans un jacuzzi. Ce n'est pas géothermique, dit-il à la radio, la voix étranglée. C'est rythmique. Les relevés pulsaient toutes les quelques secondes, une vibration basse et régulière, comme un battement de cœur. Un instant, l'équipe a ri de la situation, la nervosité, le stress et l'imagination débordante s'emballent. Mais en contemplant le cercueil flottant silencieusement dans l'eau sombre, plus personne n'avait envie de rire. Quel que soit cet endroit, il n'était pas censé être découvert. Mais la curiosité est toujours la plus forte. Il devait absolument savoir ce qu'il contenait. L'objet pris dans la résine. L'équipe a campé 3 nuits au bord du lac souterrain avant d'oser toucher le cercueil. Il leur a fallu apporter davantage de projecteurs, du matériel de plongée spécialisé et du matériel d'enregistrement haute résolution. Chaque scientifique du groupe savait à quel point cette découverte était étrange. Ce n'était pas seulement son emplacement, mais aussi son fonctionnement. Un cercueil massif en granit ou en basilic, pesant au moins 7 ou 8 tonnes, soit 15,0 livres, aurait dû couler instantanément. Pourtant, il était là, reposant parfaitement à la surface. Il défiait les lois fondamentales de la physique sous leurs yeux. Ils tentèrent de l'expliquer. Peut-être le lac était-il incroyablement dense,
comme la mer morte, saturée de sel ou d'autres minéraux. Mais les analyses d'eau révélèrent une eau étonnamment fraîche. Bon, alors peut-être qu'une plateforme invisible le soutenait. Mais lorsque les plongeurs entrèrent dans l'eau pour vérifier, leurs projecteurs percèrent l'obscurité et ne trouvèrent rien. Ni piliers, ni chaînes, ni plateforme, seulement des profondeurs obscures et infinies que leur sonar ne pouvait cartographier entièrement. L'eau était chaude au toucher, et chaque mouvement engendrait de légères ondulations qui résonnaient dans l'immense cavité. En faisant le tour du cercueil à bord d'une petite embarcation pneumatique, ils constatèrent qu'il était parfaitement scellé. Aucune fissure, aucun dommage. Sa surface était recouverte de marques, non pas des hiéroglyphes traditionnels, mais des gravures profondes ressemblant davantage à des runes ou des symboles. Le motif était élégant mais troublant, avec des spirales et des formes d'œil qui semblaient suivre la lumière. Le docteur Karim et son assistante Nadia ont passé des heures à réaliser des frottages et des photos des inscriptions. Lorsqu'ils ont envoyé les images à des experts du Caire, les réponses ont suscité la perplexité. Certains ont affirmé que les symboles ressemblaient à une écriture prédynastique ancienne, antérieure au premier pharaon. D'autres ont estimé qu'elle était plus proche de l'écriture samrienne ancienne, voire d'une écriture totalement inconnue. Un linguiste a simplement répondu: « Ce n'est pas de l'écriture égyptienne ». Cette simple phrase a tout changé. Si ce sarcophage n'était pas égyptien, que faisait-il sous les pyramides? Quel âge pouvait-il bien avoir? Les plongeurs ont signalé une autre découverte étrange. Chaque fois qu'ils nageaient près du cercueil, leur équipement se mettait à dysfonctionner. Les caméras clignotaient et enregistraient des parasites. Les profondimètres numériques se réinitialisèrent. Les lumières s'atténuèrent. L'eau elle-même semblait vibrer légèrement, comme si un bourdonnement invisible la parcourait. Un plongeur, visiblement secoué, remonta à la surface et confia ressentir une pression dans la poitrine à chaque fois qu'il s'approchait, comme si l'air lui était expulsé des poumons. Le docteur Karim songea à interrompre le projet. C'était bien au-delà de leur domaine de compétence. Mais à ce moment-là, la curiosité l'emporta. Ils étaient tombés sur quelque chose d'inédit. Le contenu de ce cercueil pouvait receler des réponses sur une époque révolue ou sur quelque chose de bien plus étrange. Le plan était simple: vider une partie du lac, broyer le cercueil et l'ouvrir. Mais alors qu'ils commençaient à pomper l'eau, un phénomène étrange se produisit. Le cercueil coula lentement, comme s'il était vivant et réagissait à leur intervention. Dès qu'ils arrêtèrent les pompes, il remonta à la surface, flottant doucement. Il flottait. C'était impossible. Pour qu'une boîte en pierre de 7 tonnes flotte, il aurait fallu qu'elle soit creuse comme un bateau, ce qui n'était pas le cas, ou qu'elle déplace un volume d'eau supérieur à son propre poids, ou bien qu'un autre phénomène soit en jeu. Les impulsions magnétiques étaient toujours présentes, faibles mais régulières. S'agissait-il d'une technologie oubliée, la lévitation magnétique? Après plusieurs jours de tentatives infructueuses pour la vider, ils décidèrent de l'ouvrir directement sur l'eau. À l'aide d'une grue construite sur mesure et ancrée aux parois de la caverne, ils fixèrent délicatement des harnais autour du cercueil. L'eau alentour ondula comme perturbée par une force invisible. Lorsqu'ils soulevèrent enfin le couvercle, il ne bougea pas d'un pouce. Il était scellé par une étrange substance noire, semblable à de la résine. Ils durent la gratter délicatement. Lorsque le seau céda enfin, l'odeur qui s'en échappa était inédite. Ce n'était ni de la pourriture ni de la décomposition. C'était cette même odeur métallique et électrique intense du couloir, mais 1000 fois plus forte. Elle leur brûlait les narines et leur faisait pleurer. L'intérieur était tapissé de cette même résine sombre et scintillante. Au premier abord, il semblait vide, un simple intérieur noir et luisant. Mais en s'approchant avec leurs puissants projecteurs, l'équipe distingua des formes à l'intérieur de la résine. Des os délicats, presque squelettiques, mais ni humains ni animaux. La cage thoracique était trop large, les os trop fins et allongés. Le crâne était long, presque triangulaire. Le docteur Karim demanda immédiatement des photos et des échantillons,
Mais avant qu'il ne puisse t'en prendre, la température dans la chambre commença à monter lentement, puis plus rapidement. Les instruments de surveillance, l'impulsion magnétique s'emballa, dépassant toutes les limites. L'eau, jusque-là immobile, se mit à onduler violemment et le lac se mit à tourbillonner. Des lumières vacillèrent et un grondement sourd résonna dans les tunnels. L'équipe s'empressa de sécuriser le matériel tandis que le cercueil tanguait à la surface, son couvercle encore entrouvert d'1 pouce. Un bourdonnement sourd emplit la caverne, s'intensifiant et s'approfondissant comme le son de l'air vibrant dans une cloche géante. De la poussière et des cailloux tombèrent du plafond. Puis, c'était comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose avait changé. Les gravures sur le cercueil, auparavant en pierre terne, luisaient désormais faiblement, d'une douce lueur verdâtre et maladive qui n'était pas là auparavant. Nadia jura avoir vu l'un des symboles bouger, onduler comme un serpent, avant de disparaître à nouveau. Le docteur Karim ordonna à tout le monde de sortir pour la nuit. Pas d'échantillons, pas de photos, pas de risque. Il reviendrait le lendemain matin avec du meilleur équipement. Tandis que l'équipe remontait le tunnel, Nadia s'attarda un dernier instant. Le cercueil flottait silencieusement, sa faible lueur s'estompant. Et puis, un bref instant, il lui sembla apercevoir des ondulations se dirigeant vers le rivage, comme si quelque chose nageait sous l'eau. Ils scellèrent la porte, mais la chambre n'en avait pas fini avec eux. L'empreinte de main dans l'obscurité. À l'aube, à leur retour, ils s'attendaient à retrouver la situation intacte. La même chambre silencieuse, la même eau immobile. Mais en descendant l'escalier sculpté, l'atmosphère était étrange. L'air était plus lourd, plus froid, et cette odeur métallique était suffocante, comme une bouchée de pièces de cuivre. Leurs lampes s'allumèrent et tous se figèrent. La chambre était différente. Le lac souterrain conservait sa surface noire et vitreuse. Mais les murs n'étaient plus de pierre nue. Ils étaient désormais couverts de nouvelles gravures. Des milliers. Les symboles correspondaient à ceux gravés dans le sarcophage de pierre, aux arêtes vives et enroulées en d'étranges spirales qui n'existaient pas auparavant. C'était comme si les murs eux-mêmes s'étaient éveillés pendant la nuit et avaient décidé de réécrire leur propre histoire. Ces nouvelles gravures n'étaient pas le fruit du hasard. Elles semblaient représenter l'équipe. On y voyait des silhouettes filiformes tenant des lumières, un bateau sur l'eau, une boîte qu'on soulevait. Partout où ils regardaient, quelque chose clochait. Le matériel qu'ils avaient soigneusement rangé était maintenant éparpillé. Les appareils photo fixés sur trépied gisaient brisés au sol, leurs objectifs fissurés, tous pointés vers le lac. Le générateur était silencieux, son alimentation en carburant coupée, et l'un de leurs carnets, celui que Nadia utilisait pour dessiner les étranges symboles, avait disparu. Puis vint le moment qui glaça le sang de tous. Le cercueil. Il n'était plus au centre du lac. Il avait dérivé jusqu'à la rive où il se tenait, sa surface de pierre massive scintillante de gouttelettes. Autour de lui, de faibles ondulations se dessinaient. Malgré la panique grandissante, ils commencèrent à tout documenter. Mais quelque chose clochait. L'acoustique avait changé. Leur voix ne résonnait plus. Le son revint plat, strident, comme si l'espace s'était rétréci. Les mesures le confirmèrent. Le plafond était plus bas de près d'1 mètre. La chambre s'était subtilement, presque miraculeusement, réorganisée pendant la nuit. C'est alors que l'un des chercheurs aperçut quelque chose près du rivage. Un carnet trempé, à moitié enfoui dans le sable. C'était Nadius. À l'intérieur, la dernière page, jadis vierge, était désormais couverte d'une écriture inconnue. La même écriture en spirale que celle des murs. Les symboles scintillaient faiblement sous la lampe torche, comme des reflets ondulants. Personne ne pouvait les lire, mais tous ceux qui étaient présents comprenaient. Ce n'était pas un message, c'était un avertissement. Le docteur Karim a pris la décision. Il se retirait. Il ne s'agissait plus d'archéologie. C'était autre chose. Avant de partir, l'un d'eux a tenté une dernière mesure de la profondeur du lac.
La sonde a coulé sans encombre sur une dizaine de mètres avant de s'arrêter brusquement, à une profondeur bien moindre qu'auparavant. Lorsqu'on la remonta, la tige métallique était recouverte d'une épaisse substance goudronneuse. Cette même résine noire qu'à l'intérieur du cercueil. Elle se tordit légèrement dans l'air avant de durcir. Les plongeurs refusèrent de retourner dans l'eau. Ils étaient persuadés que le lac était vivant, qu'on pouvait sentir sa respiration. Cette nuit-là, l'équipe plaça des détecteurs de mouvement et des enregistreurs audio autour de la chambre, les pointant vers le cercueil depuis la sécurité du couloir. Ils devaient savoir. Mais lorsqu'ils vérifièrent les enregistrements le lendemain matin, tous les appareils s'étaient éteints à 3h03 précises. La dernière image de la dernière caméra fonctionnelle montrait de faibles ondulations à la surface du lac et une unique empreinte de main humide se formant sur la pierre juste à côté de l'objectif. L'empreinte était trop grande et les doigts trop longs. La peur finit par remplacer la curiosité. Les scientifiques décidèrent de sceller définitivement la chambre et de faire part de leur découverte aux autorités. Mais alors qu'ils rassemblaient leur matériel, une faible vibration commença à parcourir la roche. L'eau trembla, les lumières vacillèrent, le bourdonnement s'intensifia, s'approfondit jusqu'à emplir tout l'espace. Puis, sans prévenir, il cessa, remplacé par autre chose. Une voix. C'était juste avant d'atteindre la surface, une de leurs lampes torches dévala les marches, son faisceau éclairant une dernière fois le lac. La surface en contrebas n'était plus noire, elle luisait d'une douce lumière bleue pulsante émanant des profondeurs. Lorsqu'ils revinrent le lendemain avec des représentants du ministère des Antiquités, le tunnel avait disparu. Le passage entier s'était effondré, scellé par des tonnes de roches. La chambre souterraine avait disparu, de nouveau enfouie sous le désert. Ce qui sommeillait sous Gizeh était de nouveau endormi, ou du moins faisait semblant de l'être, lorsque le désert se mit à bouger. Pendant quelques jours, l'équipe tenta de rationaliser. Après tout, c'étaient des scientifiques. Ce qu'ils avaient vu sous Gizeh pouvait bien s'expliquer, non? Peut-être une poche de gaz encore inconnue à l'origine d'hallucinations. Peut-être le stress dû à un travail prolongé dans l'obscurité. Mais même de retour à la surface, d'étranges phénomènes continuaient de se produire. Cela commença discrètement. Le sol près du site de fouille se mit à trembler. Non pas un tremblement de terre, mais un léger mouvement de roulement, comme si le sable respirait. Du matériel laissé près de l'entrée scellée a disparu du jour au lendemain, pour être retrouvé plus tard à moitié enfoui à plusieurs kilomètres de là, comme traîné ou transporté là par une force invisible. Les habitants, les Bédouins qui vivaient près de Gizeh depuis des générations, refusaient de s'approcher du site. Ils disaient que la Terre était malade, peu après que l'équipe a commencé à remarquer d'autres anomalies. Les boussons. Au départ, le docteur Karim refusait d'établir un lien entre ces éléments et le cercueil. Il invoquait des interférences électriques provenant du Caire, la pression sismique ou toute autre explication logique. Mais en visionnant d'anciennes images de drones, quelque chose attira son attention. De faibles formes géométriques apparaissaient dans le sable, se formant et disparaissant au fil des heures. Des cercles parfaits, des anneaux concentriques. Ils ressemblaient, trait pour trait, au motif du sarcophage. Cela concorde avec une découverte réelle. En 2015, le projet Scan Pyramids a utilisé l'imagerie thermique sur la Grande Pyramide et a mis au jour une importante anomalie thermique inexpliquée à sa base. Un point chaud. Et si ce n'était pas une pièce cachée, mais de la chaleur provenant d'ailleurs, la découverte s'est discrètement répandue dans la communauté archéologique. Les autorités du Caire ont ordonné le bouclage indéfini du site, invoquant une instabilité structurelle. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Des rumeurs d'opérations de confinement ont circulé. Certains affirmaient que le gouvernement égyptien avait dépêché des ingénieurs militaires pour couler des milliers de tonnes de béton sur l'entrée. En quelques semaines, plusieurs membres de l'équipe ont commencé à présenter d'étranges symptômes, migraines intenses, nausées et cauchemars, mais ils faisaient tous le même cauchemar. Un lac noir, une boîte flottante et un bourdonnement rythmé et sourd.
Les croquis de Nadia, désormais retrouvés, commencèrent à se révéler différents sous certains éclairages. Des lignes auparavant à peine visibles brillaient maintenant sous les lampes ultraviolettes. Lorsqu'un chercheur et ingénieur du son compara les formes aux fréquences sonores, il obtint une correspondance parfaite. Les gravures étaient des images du son qu'ils avaient entendu. C'étaient des représentations visuelles d'une fréquence. Il s'agit d'une véritable science appelée cymatique. Puis vinrent les secousses. Un mois après l'effondrement de la chambre, de petits tremblements de terre secouèrent la région. Les sismologues ont constaté que ces secousses n'étaient pas aléatoires. Elles se produisaient à intervalles réguliers, presque rythmiques, comme les pulsations du lac. Karim a écrit à ses contacts de l'Université du Caire, les suppliant de réexaminer les données. Les relevés étaient effectivement rythmiques. En fait, ils correspondaient parfaitement aux vibrations enregistrées au niveau du lac. Quelque chose bougeait encore sous terre. L'imagerie satellitaire a révélé un léger affaissement du sol. Le sol s'affaissait précisément à l'endroit où se trouvait le lac. Pourtant, en comparant les nouvelles images aux anciennes cartes radar, une autre anomalie apparut. Un nouveau vide s'était formé plus profondément sous la chambre originelle, comme si le labyrinthe s'était agrandi. Lorsque la nouvelle de la découverte parvint à la presse, elle fut balayée d'un revers de main, considérée comme une simple rumeur. Mais ceux qui s'étaient rendus sur place, ceux qui avaient vu le cercueil, savaient la vérité. Les relevés énergétiques, l'eau en mouvement, les champs, tout cela indiquait quelque chose de bien plus complexe que la simple géologie. Quelques semaines plus tard, une violente tempête de sable s'abattit sur Gizeh. Elle était féroce, aveuglante et totalement inattendue. Elle dura 3 jours entiers. Une fois le sable déblayé, le site de fouilles avait disparu, entièrement recouvert de plusieurs mètres de sable neuf. L'autorité égyptienne des Antiquités a déclaré le site interdit d'accès. Les rapports, notes et enregistrements furent confisqués pour être préservés. Pourtant, certains membres de l'équipe jurèrent avoir aperçu, la dernière nuit de la tempête, des éclairs de lumière bleue provenant des dunes, comme si quelque chose, sous le désert, était vivant, s'agitait et respirait. Plus étrange encore, lorsqu'ils comparèrent les cartes sismiques par la suite, les vibrations rythmiques avaient cessé. Ce qui se mouvait là-dessous s'était tu. Ou peut-être s'était-il simplement enfoncé plus profondément. Un avertissement illisible. Lorsque les sables de Gizeh se stabilisèrent enfin, la plupart pensèrent que l'histoire était terminée. Le gouvernement égyptien interrompit les fouilles, scella les rapports et rassura le public. Pour lui, l'incident n'était qu'un accident archéologique de plus. Mais cette explication ne convainquit pas tout le monde. Des années plus tard, une petite équipe de chercheurs indépendants de l'Université d'Alexandrie entreprit de réexaminer les relevés géologiques. Leur objectif était simple: créer un nouveau modèle 3D du plateau de Gizeh. Sans aucun lien avec les anciennes fouilles, ils remarquèrent, en assemblant les données radar, quelque chose d'étrange. Tout profondément sous le plateau, bien en dessous du niveau du premier lac souterrain, se trouvait une autre cavité. Et au centre même de ce vide, un objet rectangulaire, aux dimensions presque identiques à celles du cercueil qui avait terrifié les archéologues des années auparavant. Au départ, ils ont cru à un bug, un écho de données. Mais lorsqu'ils ont relancé les analyses, la forme persistait. L'anomalie était bien réelle. En 2023, sous couvert d'un projet de restauration, l'équipe d'Alexandrie a discrètement commencé à forer un puits étroit. Ils s'attendaient à trouver de la roche. Au lieu de cela, à environ 37 mètres de profondeur, la foreuse a rencontré une couche de pierre noire. D'une douceur incroyable, froide au toucher et plus dure que le granit, elle a révélé des traces d'un composé métallique inconnu. En descendant une caméra sous-marine, ils ont découvert des gravures, non égyptiennes, mais plus anciennes et plus primitives. L'un des archéologues, le linguiste Faris Albad, a comparé ces motifs à des marques prédynastiques découvertes dans la région de Knoblia. Et, tenez-vous bien, Knoblia est un site réel du désert égyptien.
Ces cercles de pierre sont alignés astronomiquement et datent d'environ 6-0 avant notre ère, soit des milliers d'années avant la construction des pyramides. C'est comme trouver une puce électronique dans un village de l'âge de pierre. Mais l'ambiance a vite changé quelques jours plus tard lorsque leurs instruments ont commencé à dysfonctionner. Les interférences magnétiques ont explosé. Les caméras se sont éteintes. Un technicien a rapporté avoir entendu ce même bourdonnement sourd dans son casque. Et un capteur thermique a enregistré une brève chute de température au lieu d'une hausse. Un froid intense s'était installé à l'endroit précis où la foreuse avait heurté la pierre noire. C'était comme si quelque chose sous le plateau absorbait de l'énergie. Le financement de l'équipe fut brutalement suspendu. Officiellement, il s'agissait d'une réaffectation budgétaire. Officieusement, le ministère des Antiquités était intervenu, invoquant des raisons de sécurité nationale. Le puits fut comblé, mais Faris ne supprima pas les données. Il en fit secrètement des copies et les envoya à un géophysicien en Europe. L'analyse parvint des semaines plus tard, accompagnée d'une simple phrase. « Si c'est authentique, ce n'est pas un tombeau, c'est un signal. » D'après le rapport, la cavité émettait de faibles vibrations rythmiques. Amplifiées, ces ondes produisaient des motifs répétitifs, presque comme des impulsions codées. L'intervalle entre ces impulsions correspondait au rythme observé lors des premières fouilles. Quoi qu'il y ait eu sous Gizeh, cela n'avait pas cessé. Cela s'était simplement déplacé plus profondément. Et voici ce qui terrifie tous ceux qui ont examiné les données. Lorsque l'équipe européenne a amélioré le modèle 3D du second cercueil, elle a constaté qu'il n'était pas parfaitement scellé. Un côté semblait légèrement ouvert, comme un couvercle, ou encore une sorte de vase. Juste au-delà de cette ouverture, les scans ont révélé de faibles traces d'une autre structure, un couloir menant encore plus bas, une sorte de porte. Alors voilà, ceux qui regardent ces images sont en quête de mystère. Et si ce n'était pas un mystère, mais une réalité que nous ne comprenons tout simplement pas, et si les bâtisseurs de cette civilisation prédynastique, datant de 6-0 avant notre ère, ne construisaient pas des tombeaux, et s'ils construisaient des prisons, des chercheurs marginaux établissent un lien avec des mythes universels, l'Abzu sumérien, l'Hadès grec, l'Abîme biblique. Presque toutes les cultures antiques décrivaient un monde souterrain aquatique profond où étaient emprisonnés des êtres divins ou damnés. Et si Gizeh était une porte littérale, le fait est que le premier sarcophage flottait. Il était chaud, il était actif. Le second est profond, il est froid et ouvert. Avons-nous omis un détail crucial? Tout cela est-il vrai? Nous savons que le gouvernement égyptien a bouclé la zone. Nous savons que les cartes gravimétriques de la NASA révèlent une vaste anomalie de faible densité sous Gizeh. C'est un espace creux. Si le premier cercueil était censé contenir quelque chose, que se passera-t-il lorsque ce qui s'en échappe? Et si la seconde chambre, plus profonde, n'était pas un cercueil, mais la sortie? Qu'est-ce qui, selon vous, est réellement enfoui sous Gizeh? S'agissait-il d'un avertissement antique ou d'une prison que nous avons ouverte par inadvertance? Partagez vos théories ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères qu'on préfère vous cacher.